Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a déjà commencé à se préparer activement à la guerre, et ce, pas seulement en parole. Après avoir terminé une vaste inspection des forces armées, la Biélorussie continuera à mobiliser ponctuellement des unités militaires pour vérifier leur état de préparation au combat. En fait, Loukachenko a annoncé une mobilisation partielle en Biélorussie sur fond de nouvelles menaces de la part de la Russie à l'encontre de l'Ukraine. Le dictateur russe Vladimir Poutine est de nouveau revenu à une rhétorique nucléaire et a annoncé le renforcement des forces stratégiques de la Fédération de Russie. Le chef du Kremlin a déclaré que la Russie avait été contrainte de réfléchir à la garantie de sa sécurité stratégique après le retrait des États-Unis du traité sur la défense antimissile. Dans le même temps, des détails sont apparus sur la manière dont la Russie a précisément utilisé ces 3 jours de trêve sur le front. Et malheureusement, pour les forces armées ukrainiennes, cela est devenu un problème, car l'ennemi n'a pas perdu de temps. Pendant ce temps, au Kremlin, on a de nouveau déclaré que Vladimir Poutine était prêt à négocier avec Zelensky, mais à une seule condition. Laquelle ? Nous en discuterons dans cette édition. Je suis Alexei Petchi, discutons de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. Et abonnez-vous à ma chaîne et à la chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, la Biélorussie, après avoir terminé une vaste inspection des forces armées du pays, continuera à mobiliser ponctuellement des unités militaires pour vérifier leur état de préparation au combat. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, qui est récemment rentré au pays depuis Moscou, où Vladimir Poutine lui a manifestement assigné une mission. Voici la citation de Loukachenko. Ensuite, comme je l'ai promis, nous allons mobiliser ponctuellement des unités afin de les préparer à la guerre. Dieu fasse qu'on puisse l'éviter. Je compte beaucoup sur le fait que ce processus ne s'arrêtera pas, que le commandement de l'armée et surtout le ministre de la Défense accorderont la plus grande attention aux lacunes qui ont été révélées après cette inspection. Je rappelle aussi qu'à la fin du mois de mars, le ministre de la Défense, Viktor Krenin, avait déclaré que la Biélorussie, face à certaines menaces extérieures croissantes, augmentait l'ampleur des inspections. Selon lui, la vérification complète de l'état de préparation au combat et à la mobilisation, qui a commencé le 11 mars, est devenue l'une des plus importantes de l'histoire de l'armée. Dans ce cadre, environ 5000 réservistes ont été appelés sous les drapeaux. En avril, Loukachenko a déclaré lors d'une réunion consacrée aux résultats de cette vérification, je cite, « Nous nous préparons à la guerre. Nous ne voulons pas la guerre, mais c'est le but de l'armée. Si jamais quelqu'un décide de nous parler et de nous regarder à travers le viseur d'une arme, nous répondrons. C'est à cela que nous nous préparons. » Loukachenko a aussi affirmé qu'en cas de guerre, la Biélorussie pourrait porter ses effectifs militaires à un demi-million de personnes. Je vous rappelle simplement qu'en mars de l'année dernière, Loukachenko a signé un décret sur le passage des organes d'État et d'autres organisations au travail en temps de guerre. Le décret coordonne le travail des organes d'État en temps de guerre et définit un certain nombre d'organisations dont les dirigeants peuvent recevoir des grades militaires si nécessaire. Je vous rappelle également que Loukachenko a déclaré la veille qu'il était nécessaire de moderniser l'armée du pays avec des armes modernes, car sans cela, il est impossible d'assurer une défense efficace. Et Loukachenko a également appelé à se préparer à une invasion terrestre. Le dictateur de la Biélorussie a également souligné que l'armée biélorusse devait tenir compte des particularités de son propre territoire en tant que théâtre potentiel d'opérations militaires. Il a ajouté qu'il est impossible de gagner les guerres modernes uniquement avec des frappes aériennes et des attaques de missiles. Et à titre d'exemple, il a cité les conflits au Moyen-Orient. Ensuite, voici une autre de ses citations. Les derniers conflits en témoignent. Prenons par exemple l'affrontement armé entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Qu'est-ce que cela a montré ? Ils ont bombardé, largué des bombes et tiré des missiles. Et alors, ont-ils gagné ? Non, sans opération terrestre, on ne peut rien faire. Eh bien, un mois avant cela, Loukachenko a appelé ses citoyens à se préparer à la Troisième Guerre mondiale, mentalement et stratégiquement. Voici encore une de ses citations. Laissons de côté toutes les illusions sur la possibilité d'un règlement diplomatique d'un conflit mondial. Même le droit international n'est pas capable d'apaiser les tensions. Loukachenko a aussi souligné la tendance à l'expansion, qu'il considère comme une menace de l'Occident collectif.
Il a ajouté que la Biélorussie se trouve, je cite, au centre de la plus grande crise politico-militaire prolongée. Et parallèlement à cela, le dictateur russe Vladimir Poutine est de nouveau revenu à la rhétorique nucléaire, et il a annoncé le renforcement des forces stratégiques de la Fédération de Russie. Le chef du Kremlin a déclaré que la Russie avait été contrainte de réfléchir à la garantie de la sécurité stratégique, après le retrait des États-Unis, du traité sur la défense antimissile. Poutine a également mentionné le complexe de missiles Oreshnik, et il a déclaré qu'il était possible de l'équiper d'ogives nucléaires. Séparément, le dictateur russe dégarni a félicité les militaires russes pour les essais réussis du missile intercontinental Sarmat. Selon le commandant des forces de missiles stratégiques de la Fédération de Russie, le premier régiment équipé des complexes Sarmat devrait être mis en service opérationnel d'ici la fin de cette année. Poutine affirme que la portée de ce missile pourrait dépasser 35 000 km. Au Kremlin, on a également déclaré que le Sarmat devait remplacer le complexe soviétique Voyevoda et qu'il surpasserait largement ses caractéristiques de combat. En gros, Vladimir Poutine a de nouveau brandi la massue nucléaire et l'a brandie encore avec fanfaronnade. Et toute cette pression exercée par le Kremlin n'a qu'un seul but, essayer d'intimider les Ukrainiens. Pourquoi donc ? Regardez, sur fond de menaces de Loukachenko et de Poutine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, fait une déclaration. Et il déclare que Vladimir Poutine est prêt à rencontrer à tout moment le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais seulement si cela représente la finalisation du processus de fin de la guerre. Et il ajoute qu'il reste encore du travail à faire à ce sujet. Le porte-parole de Poutine a également déclaré que ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale pourrait s'arrêter à tout moment. Mais cela ne se produira que lorsque Kiev prendra les décisions nécessaires, qu'ils connaissent très bien. Il s'agit bien sûr de la cession du Donbass. Peskov a souligné que les avancées concernant l'Ukraine donnent des raisons de parler de l'approche d'un règlement. Mais il a également noté qu'il est trop tôt pour parler des détails concrets. Et pour finir, je noterai qu'une trêve de 3 jours a eu lieu du 9 au 11 mai. Les occupants russes ont profité de la pause pour transférer discrètement des troupes et lancer des attaques massives avec de nouveaux types d'armes. Comme l'ont indiqué les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre, le dernier jour de la trêve, le 11 mai, les combats n'ont pas cessé, bien que leur intensité ait quelque peu diminué. Selon les données du système satellitaire de la NASA, les incendies et les bombardements se sont poursuivis sur toute la ligne de front, malgré les déclarations politiques concernant la trêve. Et selon les données des militaires ukrainiens, l'armée russe a utilisé la pause annoncée, non pas pour une désescalade, mais pour renforcer ses unités. En particulier, un représentant de la brigade ukrainienne dans la direction de Liman a indiqué que les occupants faisaient de chez venir des renforts, masséant des effectifs et continuaient d'utiliser activement des drones FPV et de l'artillerie. Les défenseurs ukrainiens ont également noté une forte augmentation de l'utilisation des drones Molnia. Selon eux, pendant le soi-disant cessez-le-feu, la Russie a même intensifié les attaques avec ses drones par rapport aux jours précédents. Les forces armées ukrainiennes supposent que les occupants auraient pu accumuler ces drones à l'avance afin d'utiliser la période de trêve pour exercer une pression discrète sur le front. Et en ce moment même, les troupes russes continuent de tenter de percer les positions ukrainiennes sur la rive gauche de la rivière Oskol. Cela se passe dans la direction de Kupiansk, dans la région de Kharkiv. De plus, les troupes russes ont poursuivi des actions offensives limitées dans la zone tactique de Dobropoli. En outre, l'armée russe est restée présente. Elle a maintenu une activité terrestre limitée dans les directions de Novopavlovsk et Alexandrovsk malgré l'annonce d'un cessez-le-feu. En général, il est maintenant évident que Poutine, bien sûr, voudrait que l'Ukraine capitule et signe un accord de paix. Eh bien, pour cela, il doit créer de nouveaux points de tension. Et voici 2 points. La Biélorussie et de nouvelles menaces nucléaires. Je vais m'arrêter là. Votre avis, vos conclusions. Écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.